Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. La 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement BAD s'est ouverte aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui que cet important événement se tienne dans son pays qui abrite le siège de la banque. Sidiki Diakité, face à la presse, a présenté la politique gouvernementale pour la mise en place d'un état civil fiable et dématérialisé. Le registre national des personnes physiques, la délivrance des nouvelles cartes d'identité sont entre autres sujets abordés par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. La première édition de la Semaine nationale de la ville, elle découle de la Journée mondiale de la ville célébrée chaque 31 octobre. C'est la commune de Koumassi qui a été choisie pour la célébration officielle, grâce notamment à ses bons points en matière de salubrité urbaine. Le groupe État islamique confirme la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, tué dimanche lors d'une opération militaire américaine dans le nord de la Syrie. Une mort déjà annoncée dimanche par le président américain Donald Trump. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Bonsoir à tous. L'une des clés du succès des ambitions de développement économique et social des pays africains réside dans la capacité de ces pays à mobiliser des ressources financières suffisantes. Ce sont là les mots du président Alassane Ouattara lors de l'ouverture ce jeudi à Abidjan de la 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Fijanaïma. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a ouvert ce jeudi matin la 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement qui doit décider de la 7e augmentation générale du capital de la banque. Le montant actuel du capital de la BAD est de 100 milliards de dollars. L'ambition est de doubler ce montant en le portant à 225 milliards de dollars. L'objectif est grand. Les actionnaires de la banque sont sollicités. Au plan de son actionnariat, 60% du capital de la BAD sont tenus par les États africains membres de la banque. Ils sont 54 États. Ce sont les membres régionaux. Les 40% restants du capital sont aux mains des membres non régionaux. Ils sont 27 États non africains. L'objectif de cette 5e réunion extraordinaire, obtenir l'aval du Conseil des gouverneurs pour cette nouvelle augmentation du capital de la banque. Seul pour l'heure, le Canada, qui fait partie des membres non régionaux de la BAD, a déjà annoncé sa décision d'augmenter sa souscription jusqu'à 1,1 milliard de dollars. La ministre Niale Kaba, en qualité de présidente du Conseil des gouverneurs de la BAD, a lancé un appel aux autres actionnaires. L'objectif, c'est de donner à notre institution les moyens de faire face aux multiples défis de développement auxquels notre continent est confronté. Nous, gouverneurs, savons que l'Afrique nous regarde sans appréhension, avec espoir, car nous avons toujours su mettre ses intérêts au devant de nos délibérations. C'est pourquoi je reste convaincu que nous arriverons à fédérer nos efforts afin d'aboutir à la résolution tant attendue, soumise par le Conseil consultatif des gouverneurs à l'issue de sa dernière réunion tenue le 18 septembre dernier en Égypte. Porter le capital de la banque du simple au double, si l'objectif paraît ambitieux, pour le président Akinwumi Adesina, la Banque africaine de développement pourra mieux accompagner les États dans leur quête de progrès, citant en exemple la Côte d'Ivoire, qui a bénéficié au cours de ces dernières années de plusieurs appuis financiers de la BAD. Notre réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement de 2 années de réflexion collective, de dialogue collectif, impulsé par notre détermination collective à faire en sorte que le progrès économique de l'Afrique soit accéléré davantage. Accompagnée par la Banque, la Côte d'Ivoire a mis en place de nombreuses infrastructures. Nous venons juste d'apporter notre appui aux efforts audacieux de la politique d'inclusion sociale accélérée du gouvernement du président Alassane Ouattara. Et pas plus tard que la semaine dernière, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée
pour passer au guichet bas de la banque. La première fois dans l'histoire de l'institution qu'un pays passe du statut de fragilité et celui de pays admissible au guichet non concessionnel. C'est ce genre de progrès et de réussite rapide auquel nous assistons en Afrique qui incite et inspire la Banque africaine de développement à tout mettre en œuvre pour accélérer la croissance et le développement du continent. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a mis en avant le rôle incontournable de la BAD dans le financement du développement des États africains. La réalisation des objectifs du développement durable des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine nécessite d'importantes ressources financières. L'Afrique ne pourra pas atteindre ces objectifs sans l'appui financier et l'assistance technique des partenaires bilatéraux et multilatéraux, parmi lesquels le groupe de la Banque africaine de développement, qui occupe une place privilégiée. Cette 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement à Abidjan donnera-t-elle enfin le quitus pour l'augmentation du capital de la BAD? L'espoir est permis. Après cette rencontre de la BAD, le chef de l'État ivoirien a échangé avec le vice-président de la Banque mondiale chargé des infrastructures, Fijanaïma. En marge de la 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la BAD ce jeudi à Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara a reçu le vice-président du groupe de la Banque mondiale chargé des infrastructures, l'occasion de faire le point de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sur les infrastructures et l'économie numérique. Le programme de la Banque mondiale en matière d'infrastructures est un programme important. Nous avons récemment présenté à notre conseil d'administration 2 projets qui sont très importants. Un d'une valeur de 375 millions de dollars pour le Grand Abidjan et un autre projet de 300 millions de dollars pour la mobilité urbaine. Vous avez dû entendre parler du BRT, qui sera un moyen de transport de masse qui permettra justement de réduire le temps de déplacement des populations au sein d'Abidjan. J'ai eu également l'occasion de parler de l'économie numérique. Comme vous savez, c'est une source de croissance importante dans nos économies, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc fait le point. Le sentiment général, c'est que la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire se porte très bien. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire ont une séance de travail. Ils ont discuté de la coopération entre les Sénats belges et ivoiriens. Les détails de leurs échanges avec Herman Guivet. Michael Wimmer, ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire, reçu en audience par le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio Jano. La Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique entretiennent d'excellentes relations de coopération, une excellente coopération qui devrait profiter au Sénat des 2 pays. C'est la conviction partagée par les 2 hommes. Mais nous avons eu des échanges sur les relations entre nos Sénats. Nos 2 pays ont un Sénat. Des Sénats qui sont assez similaires d'ailleurs parce qu'ils reflètent, on parlait d'unité dans la diversité, ils reflètent les régions et les localités. Donc c'est un grand parallélisme entre nos 2 pays. Nous espérons pouvoir renforcer ces relations entre Sénats qui sont en fait l'illustration des relations entre nos pays. La politique menée et conduite par le président Alassane Ouattara rend la Côte d'Ivoire attrayante et permet à tous les partenaires, à tous les pays, les hommes d'affaires de tous les pays du monde, de venir s'installer ici. Et cela facilite la création d'emplois. Et les Belges ont leur part dans l'économie ivoirienne, une grosse part dans l'économie ivoirienne, très grand de par sa diversité et le dynamisme de sa démocratie, qui doit pouvoir nous inspirer aussi. Nous sommes certes un petit pays de par la taille, mais nous sommes un grand pays de par la vision que lui donne le président Alassane Ouattara. Des échanges entre les 2 Sénats, belges et ivoiriens, qui permettront de raffermir davantage la coopération entre les 2 États.
Et ce jeudi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué une visite au sein de la Société ivoirienne de raffinage. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du redémarrage de l'hydrocracker, un instrument qui permet de faire de très gros bénéfices dans le domaine du raffinage. Il faut souligner que cet appareil a recouvré toute sa capacité technique et financière, ce après un incendie en 2017. Le directeur général de la CIR s'est engagé à travailler davantage pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, invité des rendez-vous du gouvernement à présenter la politique gouvernementale, il s'est appesanti sur la mise en place d'un état civil fiable et dématérialisé. Michel Digré. Améliorer l'enregistrement de tous les faits d'état civil en Côte d'Ivoire, c'est le défi que veut relever le gouvernement ivoirien. Pour y arriver, des réformes ont été initiées. Le gouvernement instaure un procédé qui désormais amène l'État, plutôt qu'à attendre que les naissances, les décès lui soient portés à connaissance, d'aller plutôt vers les populations pour pouvoir procéder à l'enregistrement des faits d'état civil. Les 8900 villages identifiés sur le territoire ivoirien auront désormais des agents de collecte des faits de naissance, de décès et de mariage. Autre maillon essentiel de la politique d'identification des populations, le registre national des personnes physiques. À moyen terme, le registre national des personnes physiques permettra de créer un système d'état civil moderne et sécurisé, de mettre en place un mécanisme de collecte des données relatives au décès qui, désormais, et conformément aux recommandations du système des Nations Unies, prendront en compte dans un avenir proche la question des causes de décès, de faciliter les procédures de déclaration des faits d'état civil, de constituer un fichier central de données biographiques et biométriques de tous les individus, de garantir à chaque Ivoirien, à chaque citoyen ou étranger de passage en Côte d'Ivoire, un numéro national d'identification. Les journalistes ont voulu savoir pourquoi l'opération de délivrance de nouvelles cartes d'identité tarde à être exécutée. Le ministre Sidiki Diakité donne les raisons. On ne peut plus venir mener une vaste opération rien que pour donner une carte nationale d'identité, simplement pour prouver son identité. Il a fallu donc mettre en place tout un système, moderniser tout un système, faire en sorte que désormais, l'ensemble des faits d'état civil, de la délivrance des cartes d'identité, demain des passeports, des permis de conduire, et j'en passe, des cartes d'électeurs, etc., que tout cela soit numérisé d'un bout à l'autre, que leur délivrance soit facilitée et qu'on ne soit plus au stade d'avant où chaque fois que vous vous adressez à l'État pour vous faire délivrer un document, un titre sécurisé, vous êtes obligé de produire, n'est-ce pas, de façon régulière, les mêmes documents que vous avez produits, n'est-ce pas, au départ. Sidiki Diakité a tenu à rassurer l'assistance. Cette opération de délivrance de nouvelles cartes d'identité sera effective dès le mois de janvier 2020. Au Salon du chocolat à Paris, la Côte d'Ivoire plaide pour un meilleur revenu aux producteurs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a invité les chocolatiers à une meilleure rémunération des producteurs. La première dame est la marraine de cette édition 2019, Noël Gnagno. Un ours blanc, là, un rhinocéros. Là-bas, la représentation des 25 ans du salon. Voilà des formes, des couleurs, démonstration de ce que les chocolatiers pâtissiers peuvent faire avec les fèves de cacao, leur matière première. Des fèves obtenues grâce au travail des producteurs. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur au monde, est venue à ce salon avec une représentation grandeur nature de ce pan du savoir et du savoir-faire des producteurs ivoiriens, mais aussi avec un plaidoyer pour la durabilité de la cacaoculture. Quand vous regardez ce salon, il y a un engouement qui est suscité, malheureusement. Comparez le prix du chocolat que vous avez sur le marché au prix du cacao acheté
aux producteurs, c'est comme le jour et la nuit. Et ce sont toutes ces tendances-là qu'il faut renverser. Faire en sorte que le producteur soit vraiment un véritable bénéficiaire du fruit de son travail. Et pour nous, la meilleure façon de le traduire, c'est d'être à des salons pareils pour parler des difficultés que nos populations endurent avant de sortir les cacao de leur plantation et demander aux uns aux autres de s'en préoccuper. Sur la question, les lignes bougent. Je dirais aux producteurs d'être confiants. Le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, suite à l'accord historique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, est à saluer et encourageant. Par ailleurs, nous sommes allés au Portugal avec l'Association européenne du cacao et nous sommes allés à Berlin avec la World Cocoa Foundation pour discuter avec les industriels et les multinationales. Si nous voulons une économie cacaoyère durable, alors il faut adresser de manière courageuse le prix qu'on paye aux producteurs. Voilà qui permettra aux 50 awards du chocolat au monde de croire en un avenir prometteur de la cacaoculture. Dans l'enseignement supérieur, les universités, grandes écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire vont bientôt être évaluées. La Direction générale de la qualité et des évaluations a établi 4 critères référentiels, dont le parcours de l'étudiant et la gouvernance. Didier Nguessan. Rendre plus performants les établissements d'enseignement supérieur, c'est l'objectif de la Direction de la qualité et des évaluations. Elle vient de lancer l'édition 2019 de l'évaluation institutionnelle diagnostique des universités et grandes écoles publiques et des établissements privés d'enseignement supérieur de type universitaire. Cette évaluation va s'adosser sur des référentiels. D'abord, le domaine de la gouvernance et de la stratégie. Ensuite, nous avons la formation et la recherche. Le troisième domaine, c'est le parcours de l'étudiant, la vie de l'étudiant, donc de l'apprenant. Et le dernier domaine, c'est l'assurance qualité et l'éthique. Donc nous avons 4 domaines pour faire cette évaluation institutionnelle. Cette démarche qualité dans l'enseignement supérieur conforte son premier responsable. Je me félicite des résultats tangibles auxquels nous sommes parvenus. Les établissements accompagnés dans ce cadre par la DGQE possèdent aujourd'hui des cellules internes d'assurance qualité, dont la plupart des responsables ont été formés en août 2019. Cette formation leur a également permis de réaliser le montage de leurs projets dans le cadre de la rédaction des contrats de performance et de s'engager dans l'accréditation des offres de formation. Les responsables d'universités et grandes écoles ont reçu des kits comprenant les référentiels de l'évaluation. Celle-ci va durer 3 mois. Le 8 novembre prochain, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD va rendre public les résultats de sa bourse de recherche. Et déjà, elle en fait le bilan. Selon le président de l'ASCAD, le professeur Traoré Dossawa, de 2013 à 2018, 15 bourses ont été attribuées à 8 dames et 7 messieurs pour un montant d'environ 71 millions de francs CFA. Sur 85 dossiers reçus, 56 ont été trouvés conformes à l'appel à candidature et les thèmes de recherche sont issus essentiellement des sciences sociales. La journée mondiale de la ville est célébrée aujourd'hui 31 octobre. C'est dans la commune de Koumassi que la célébration officielle a eu lieu cette année. Cette édition 2019 est marquée par la première semaine nationale de la ville, marquée aussi par la remise de l'équipement de salubrité et d'un planting d'arbres. Amadou Ouattara. Place Inch'Allah dans la commune de Koumassi. Des populations motivées pour la commémoration de la journée mondiale de la ville malgré l'averse. Une journée célébrée chaque année le 31 octobre. L'édition 2019 est marquée par la première semaine nationale de la ville. Prix national d'excellence en matière de lutte contre le désordre urbain, la commune de Koumassi se félicite pour l'intérêt qu'elle suscite comme cadre d'accueil de la journée mondiale de la ville. La population de Koumassi, conduite par son maire, le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, vous exprime
sa reconnaissance infinie. Aujourd'hui, cet espace a fière allure et donne à Koumassi un visage qui séduit plus d'un. Le territoire communal connaît un aménagement efficient. Dans les jours à venir, nous procéderons à l'ouverture officielle de la Bourse du Bois. Dans les semaines à venir, la nouvelle gare routière sera inaugurée. Les villes génèrent plus de 70% du produit intérieur brut PIB mondial. En Côte d'Ivoire, l'urbanisation avoisine les 52%. Ce chiffre pourrait atteindre le seuil des 60% en 2030. Le ministère de la Ville exhorte donc les populations à adopter de nouveaux comportements afin de répondre efficacement aux défis du développement urbain durable. Cette année, le thème choisi pour la Journée mondiale des villes est « Innovation et vie meilleure pour les générations futures ». Le thème choisi par le ministère de la Ville pour cette première édition est l'innovation, facteur d'un développement urbain durable. Ce thème appelle à une transformation positive et conséquente de la gestion de nos villes et de nos territoires, en mettant en exergue le respect et l'application des règles d'urbanisme pour lutter contre le désordre urbain. Aux côtés du ministre de la Ville, François Albert Amichia, 3 membres du gouvernement, les ministres Siandou Fofana, Jean-Claude Kouassi et Claude Paulin-Dao, ils ont pris part à la remise d'équipements de salubrité au planting d'arbres, des activités de la Semaine nationale de la ville qui connaîtra son apothéose à Tiassali le 7 novembre prochain. À Toumoudi, zone centre de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a inauguré le centre de secours d'urgence de la région du Bélier, une infrastructure d'urgence réalisée à hauteur de 250 millions de francs CFA. Charles Tatou. La protection civile de proximité fait son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire en matière d'intervention. 57 dont 7 femmes. C'est l'effectif des soldats de secours d'urgence de la région du Bélier basés à Toumoudi. Ils ont à leur actif, au titre de l'année en cours, 235 interventions, dont 27 de lutte contre les feux, 123 accidents de tout genre. De même, 267 transports de blessés, 75 opérations diverses, 11 décès, 3 noyés et 7 assistances à personnes. Avec ce bilan, normal donc de les doter en locaux. Le directeur général de l'Office national de la protection civile, lui, assure la disponibilité de ses soldats à remplir irréprochablement leur mission. Je voudrais dire merci au président de la République pour sa vision du programme social. Nous sommes des soldats, nous sommes à sa disposition pour exécuter les missions qu'il voudra bien nous confier. Un nouveau centre de secours d'urgence. Il est réalisé par le conseil régional. Le présent centre de secours urbain de Toumoudi a coûté au budget régional la somme de 256 148 363 francs. Le centre de secours d'urgence a bénéficié d'un important appui en matériel et en travaux de l'Union européenne. L'ouverture officielle de ce centre par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je voudrais féliciter chaleureusement le conseil régional et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet important ouvrage et prendre l'engagement, avec la confiance que j'ai en nos sapeurs-pompiers civils qui vont utiliser ces installations, que nous allons en prendre le plus grand soin. Une simulation a permis aux soldats de secours d'urgence de Toumoudi de démontrer leur capacité et leur efficacité en matière d'intervention dans les cas d'accident de la circulation. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a entrepris une tournée de prise de contact avec les femmes rurales du pays. À l'étape du Poro, elle a échangé avec les femmes de différents secteurs d'activité. Le point de ces rencontres avec Ami Sissoko.
Elles ne pouvaient pas rater la toute première occasion d'exprimer leurs difficultés à la tutelle. Au centre culturel de Korogo, les femmes de la région du Poro, de toutes les couches socio-professionnelles, face à Miss Belmont Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Pour mieux traduire le quotidien, un sketch. Viens vers nous. Moi, je suis une femme autonome. Femme autonome, là, dit quoi? Je m'occupe de moi-même. Les difficultés sont nombreuses. Ce sont entre autres la vétusté des techniques agricoles, les problèmes liés au transport et à la transformation des produits et bien d'autres encore. Les difficultés que nous connaissons à Korogo, c'est la concurrence déloyale et sauvage des grands commerçants pour l'achat de certains produits agricoles, entre autres les produits naturels comme le baobab, le néré, l'insuffisance d'éducation financière et la mise en relation des marchés extérieurs. Toutes ces difficultés ont été consignées dans un livre blanc remis à la secrétaire d'État. Dans sa tournée de prise de contact avec les femmes du Poro, Miss Belmont Dogo a bénéficié du soutien du groupe Magic System présent à Korogo dans le cadre de la caravane UE Magic Tour. La femme doit occuper une place importante en Côte d'Ivoire, mais cela commence par la base. Tant qu'on mettra la femme à l'école, tant qu'on ne mariera pas la femme à 13 ans, tant qu'on ne prendra pas la femme comme un objet, je vous jure que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire va montrer que ces femmes sont les plus valeureuses. La Côte d'Ivoire va montrer que ces femmes ont le courage, que ces femmes sont des travailleuses. Engagée sur des approches novatrices sur la question de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo compte redonner à la femme ses lettres de noblesse. Si la femme est autonome, la famille se sent mieux, la famille se porte mieux, la communauté en profite et la Côte d'Ivoire en profitera. Vous êtes le maillon important et essentiel au plan agricole et au plan économique, parce que c'est vous notre grenier. Vous n'êtes pas les laissés pour compte. La secrétaire d'État n'a pas manqué de souligner que l'autonomisation de la femme commence par l'alphabétisation. Elle sollicite donc le concours du groupe Magic System pour la construction d'un centre d'alphabétisation des femmes. Une exposition de produits a permis à la secrétaire d'État de se faire une idée du savoir-faire des femmes du Poro. S'il est également question de l'autonomisation des femmes dans la région du Tongpi, dernièrement, c'est la question de l'excision qui s'est invitée à toutes les rencontres. L'UE Magic Tour y a aussi posé ses valises pour sensibiliser cette fois sur cette question importante. Isaïo. Le Tongpi est l'une des régions les plus touchées par le fléau de l'excision en Côte d'Ivoire. Amman, chefferie traditionnelle, population et initiateur de l'UE Magic Tour, échangent sur la question. J'aimerais même pas que mes parents excisent leurs enfants parce que moi-même j'ai été excisée et aujourd'hui je ne trouve pas ça normal. J'encourage mes soeurs de ne pas exciser leurs filles. Une réalité triste, c'est vraiment triste que nos parents continuent encore de pratiquer l'excision malgré toutes les sensibilisations, mais il y a quand même un changement. Les photos, les images que nous voyons, on voit que c'est un problème difficile. À notre tour, c'est d'informer nos parents, nos femmes surtout, pour leur dire d'arrêter l'excision, que ce n'est pas une bonne chose. Hémorragie, fistule, accouchement difficile sont autant de dangers auxquels sont exposées les filles excisées. Pour la représentante de l'Union européenne, il est temps que la population prenne conscience. Cette sensibilisation qui est faite auprès des femmes, elle date depuis longtemps et nous pensons que la sensibilisation passe. Maintenant, ce qu'il faut arriver à déterminer, ce sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour contourner cette pratique physique qui détruit l'enfance en fait, l'enfance de la jeune fille, que ce soit le bébé, que ce soit la jeune fille en âge de puberté. Aujourd'hui, on se rend compte des conséquences. Les conséquences sont là, qui va de la mort, qui va à l'impossibilité d'enfantement. Et je pense que les femmes aujourd'hui ont compris et nous avons également associé les chefs religieux parce que ce sont eux les dépositaires de la tradition. L'excision est punie par la loi en Côte d'Ivoire. À l'issue des échanges, chefferies traditionnelles et populations ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour endiguer le mal dans la région.
Dans l'actualité internationale au Bénin, c'est le non-lieu pour les auteurs des tueries suite aux violences survenues à l'occasion des élections législatives d'avril 2018. Le magistrat instructeur a enquêté sur les morts de Cotonou, Parakou et Savé et la justice a rendu une ordonnance de non-lieu pour auteurs inconnus. Mais selon l'opposition béninoise, les victimes ont été tuées par des tirs à balles réelles de la police. Elle dénonce aussi la proposition de loi d'amnistie générale issue des recommandations du dialogue politique introduite la semaine dernière au Parlement. Le groupe État islamique confirme la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, tué dimanche lors d'une opération militaire américaine dans le nord de la Syrie. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci à tous de votre attention.